Voilà, donc ici, je vais faire une nouvelle vidéo de chimie minérale, c'est-à-dire qui concerne les éléments de la croûte terrestre en général, les minéraux, mais avec, on sait bien qu'on connaît quelques fonctions en chimie, hein. On a voilà, les acides, hein, on connaît les acides, les bases, les sels, voilà, hein, quelques fonctions en chimie. Bon, maintenant les acides, on peut avoir des acides binaires, ou ternaires ou autres, etc. Les bases, eh bien, on peut avoir voilà, généralement des hydroxydes, et les sels binaires, ternaires, etc. Donc il n'y a pas tellement grand chose, hein, je veux dire, acide, base, sel. Une fois qu'on connaît les fonctions acide, base, sel, on sait les distinguer, mais à partir de là, ben, on sait catégoriser par ensemble, qu'on appelle des fonctions, les acides, voilà, les bases, et les sels. Alors, ici, moi, je vais voir les hydroxydes. Donc, la vidéo ici va concerner les hydroxydes. Bon, dans le mot hydroxyde, on sous-entend d'hydrogène. Et on sous-entend oxyde d'oxygène. Donc, c'est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Bon, alors, c'est-à-dire qu'on a hydroxydes qui sont les bases. Hein, hein. Voilà, les hydroxydes sont des bases, hein, c'est-à-dire constitués d'éléments OH. Bon, on sait bien que H+, bon, H, hydrogène, a une valence 1. Et l'oxygène a une valence moins 2. Oui, plutôt plus 1. Plus 1. Et l'oxygène, moins 2. Donc, si je calcule les tâches d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. L'oxygène, c'est moins 2. Voilà. Et il résulte quoi? Moins 2 plus 1, ben, on a OH moins. Ça veut dire que le OH a un bras de valence. Il peut faire une liaison, il a un bras de valence. Par exemple, si je prends un élément du... je vais prendre le tableau de Mendeleev, pour autant que je le trouve, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que je l'ai mis. Oh. Voilà, si je prends un élément du... de la famille numéro 2, qui est le magnésium. Le magnésium, bon, a deux bras. Sachant que l'hydroxyde a un bras, là on sait mettre... Pourquoi deux bras? Parce qu'il est bivalent. Il a le magnésium, là, si on regarde le schéma de Lewis dans la famille 2, ou je dirais même plus en chiffre romain 2A, mais la famille 2A, c'est la famille des métaux alcalino-terreux, eh bien, on a ceci comme dessin. C'est-à-dire que le magnésium possède 12 électrons, répartis sous la couche K, 2 électrons, saturée, elle est saturée, hein, cette couche-là est saturée, 2 électrons. La deuxième couche est saturée, et bien sûr, 8 plus 2, ça fait 10, pour faire 12, mais la dernière couche possède 2 électrons. 2 électrons, c'est-à-dire qu'il peut échanger 2 électrons sur sa dernière couche. Et c'est pour ça qu'on indique ceci. Bon, donc ça veut dire que s'il peut échanger 2 électrons, mais il a 2 bras de valence. Comme le OH- a un seul bras de valence, mais on peut mettre, si vous voulez, 2 OH sur du magnésium. Pour faire quoi? Ben, du MgOH2. Hein, ceci va donner du MgOH2. Voilà, là, ils se sont unis par une relation, je veux dire, voilà, une relation pour mettre en liaison leurs électrons. Donc on obtiendra de l'hydroxyde de magnésium. Et la valence, elle est là, c'est 2. Ça, c'est la valence du magnésium, parce qu'on sait bien que la valence de OH est toujours 1. Donc, un hydroxyde sera toujours la combinaison
d'un non-métaux X avec du OH, et N étant la valence de X. Bon, mais généralement, la valence, on peut avoir une seule valence pour X, mais on peut avoir des éléments qui possèdent deux valences. Et ça, je verrai, et là, c'est discutable. Sur les deux, il faut... généralement, on n'aura pas plus de deux valences pour les hydrogènes. Pour les hydroxydes, pas plus de deux valences. Bon. Alors, avant ça, je vais rappeler quelques notions. Tout d'abord, les équations d'oxydation. Dans les équations d'oxydation, on sait bien que un métal que je vais appeler M, s'il se met avec de l'oxygène, O2, ça c'est un métal, hein. C'est un groupement métallique, plus O2. Je rappelle que les métaux, c'est tous les éléments qui sont dans le tableau Mendeleïev, dire en dehors de l'escalier ici. Voilà. Par là, on a les métaux à gauche. Voilà, il y en a énormément de métaux par rapport aux non-métaux, mais les non-métaux, on en a environ une quinzaine. Hein. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une quinzaine. Voilà, là, ce sont les gaz rares. Mais c'est vrai que quelque part, on distingue encore les métaux des non-métaux avec un groupement qui sont les métalloïdes, qui ont, je veux dire, une particularité entre, qui ont des propriétés entre les non-métaux et les métaux. Donc il y a bien une frontière ici, quelque part, hein, elle est cassée, cette frontière, et on retrouve quelques éléments métalloïdes qui ont les propriétés de métaux et de non-métaux. Donc, mais je rappelle que les non-métaux, en gros, hein, c'est ceux qui se trouvent, je veux dire, au-delà de l'escalier ici, c'est-à-dire le bore, le silicium, l'arsenic, le tellure, la state, eh bien tout ce qui est à sa droite, mis à part bien sûr les gaz rares, eh bien, sont considérés comme des métaux, mais qu'en réalité, le bore, le silicium, l'arsenic, sélénium, tellure et la state sont des métalloïdes, c'est-à-dire aussi bien métalliques que non métaux. Voilà. Et je crois même que l'aluminium et le germanium sont des métalloïdes. Voilà. Et le polonium, je crois aussi que c'est un métalloïde. Donc vous voyez qu'il y a le carbone étant un métalloïde. Donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'éléments, je veux dire, qui sont classés non métaux, mais en fait qui sont, je veux dire, considérés comme métalloïdes, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'être aussi bien, d'avoir des propriétés aussi bien métalliques que non métalliques. Donc, mais en général, si je prends un métal plus de l'oxygène, mais je vais former ce qu'on appelle un oxyde métallique. Donc, MO, je vais mettre MO, je vais mettre MO, mais en fait, il y a une valence pour X, voilà, il y a une valence pour X pour l'oxygène. Et ça, je vous montrerai comment on calcule les valences pour les oxydes métalliques. Alors, maintenant, ça, c'est une réaction, c'est une équation de réaction d'oxydation, voilà, parce que ça réagit avec l'oxygène. Quand ça réagit avec l'oxygène, on a ce qu'on appelle une réaction d'oxydation, qui va donner, bien sûr, un oxyde. Là, comme j'ai mis un métal, mais le métal va réagir avec l'oxyde pour avoir une réaction d'oxydation qui va fournir un oxyde métallique. Maintenant, d'ailleurs, dans les roches, il y a beaucoup d'oxydes. Hein. On retrouve beaucoup voilà, des roches, dans les roches, on trouve beaucoup d'oxydes. Voilà. Voilà, par exemple, l'oxyde de fer, l'oxyde de silicium. Mais ça, c'est plutôt des oxydes. L'oxyde de fer, c'est un oxyde métallique. Mais si je prends l'oxyde de silicium, là, c'est autre chose. Un non-métal plus O2, ça donne un oxyde non métallique. Ou en d'autres termes, l'oxyde métallique, c'est ce qu'on appelle un oxyde basique, et l'oxyde non métallique, un oxyde acide. Bon, donc si vous mettez un non-métal avec un oxyde de l'oxygène, vous obtiendrez un oxyde non métallique. Voilà. Alors, maintenant, on peut faire réagir ces fameux oxydes avec de l'eau. Hein. Si je mets un oxyde non métallique M'(O) plus de l'eau, c'est ce qu'on appelle une réaction d'hydratation parce que je mets de l'eau, ou un oxyde métallique plus de l'eau, eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle ici, donc on aura de l'oxygène, on aura du M' et on aura bien sûr de l'hydrogène. Et peu importe, je veux dire, la valence. La valence, on la calcule en fonction de ce que l'on a en, je veux dire, en présence. Hein, ça dépendra
des valences de M', de O, etc., de M', voilà, qui vont donner HM'O. Et ça, c'est ce qu'on appelle un oxacide. Hein. Ça, j'ai vu les oxacides, voilà, ce sont des acides, on va dire ternaires, ici, avec de l'oxygène. Oxacide, du mot acide oxygéné. Voilà, donc c'est un acide oxygéné. Voilà, mais maintenant, si je mets MO plus H2O, là, vous comprendrez que je vais avoir un hydroxyde. Ça va fournir un hydroxyde. Donc, là, on aura vraiment l'hydroxyde. Et c'est ce que je vais voir ici. Hein, si on a un oxyde métallique ou un oxyde basique avec de l'eau, ben on a ce qu'on appelle une base. Donc, un oxyde, ça, ce sont toutes les deux des réactions d'hydratation. Quand je mets de l'eau, c'est une réaction d'hydratation. Donc, un oxyde métallique, oui, un oxyde basique. Un oxyde basique va donner une base, ou ce qu'on appelle ici un hydroxyde. Par contre, un oxyde acide, je n'aime pas ce marqueur-là, il faudrait que... Un oxyde acide, avec de l'eau, l'oxyde acide dans l'eau va donner un acide, et ici, je dirais même plus, un oxacide, c'est-à-dire un acide ternaire, c'est-à-dire un acide hydrogéné. Donc, l'oxyde basique va donner une base, si on le met dans l'eau, et un oxyde acide va donner, dans l'eau un acide ternaire, ou un oxacide. Voilà. Alors, l'acide binaire, ou l'hydracide, ben, c'est en fait un non-métal plus de l'hydrogène va donner du HM'. Voilà, ça c'est un acide binaire. On a bien deux composants, un non-métal avec de l'hydrogène. Là, on ne fait plus réagir de l'eau, mais de l'hydrogène. C'est la formation d'un acide binaire, si vous voulez. Voilà, M', H2 plus... Bon, maintenant, vous savez très bien qu'un sel, c'est un métal plus un non-métal. Hein. Un sel binaire, c'est un non-métal plus un métal. Bon, maintenant, si vous voulez un acide ternaire, c'est un oxyde basique avec un oxyde acide. On fait réagir deux oxydes, un basique et un acide. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle un sel ternaire. Bon, voilà, ceci est dit. Ce sont ce qu'on appelle les quelques équations, les quelques réactions, on va dire, d'association ou de synthèse ou d'addition qu'on peut rencontrer, je veux dire, en chimie pour avoir quelques principales fonctions que sont les acides, les bases ou les sels. Alors, donc je vous ai montré quelques réactions pour avoir des bases, des acides ou des sels. Sel binaire, sel ternaire. Voilà. Et une base, je vous ai montré comment on fait. Voilà, c'est un oxyde basique plus de l'eau fournit une base. Voilà. Alors que le sel binaire, c'est un non-métal plus un non-métal. Voilà, on a un sel binaire. Et pour avoir un sel ternaire, ben, c'est un oxyde basique et un oxyde acide. Alors, donc ici, les propriétés d'un acide, ben, c'est qu'il va libérer HM'. Si je le mets en solution aqueuse, voilà, en solution, donc c'est-à-dire dans l'eau par exemple, si ce solvant est de l'eau, on aura du H+, plus du M'-. Donc ça veut dire que d'après la théorie de Bronsted-Lowry, d'Arrhenius-Ostwald, je m'excuse, Arrhenius-Ostwald, Bronsted-Lowry, c'est pour dire il n'y a pas que ce qui contient des H+, qui sont acides, il y a des éléments qui ne contiennent pas du H, mais qui sont acides, c'est ça la théorie de Bronsted-Lowry. Il y a quand même des acides qu'on ne sait pas remarquer facilement parce qu'il n'y a pas de H, donc mais ils sont quand même acides. Mais il y a moyen de les voir par la théorie de Bronsted-Lowry. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, la théorie d'Arrhenius-Ostwald dit que bon, on a une décomposition dans une solution aqueuse d'office en ions. Donc on a ce qu'on appelle une ionisation en solution aqueuse. Et c'est totalement vrai quand vous regardez les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau minérales, ben, tout ce qui est minéraux dans l'eau est sous forme d'ion, d'ionisation. Donc il y a eu dans l'eau une dissociation. Donc en fait, on va dire que dans l'eau, on a une libération pour les acides, libération, si vous voulez, d'ion H+.
Contrairement à la base, on aura une libération, hein, MOH, en solution aqueuse, bien sûr, de OH- plus le métal qui est plus. Voilà, le métal, ça va donner du plus, hein. Le non-métal va donner du moins. Voilà. Donc, la particularité de l'hydrogène, on ne joue qu'avec deux composants. Hein, pour l'acide, il va libérer du H. Voilà, du H. Alors que pour la base, elle va libérer du O et du H. Du O, du H pour l'acide. Là, on aura un acide. Parce qu'il y a une libération de H+, et là, libération de H-, donc on va en faire une base. Quand on a du H- dans la solution, c'est une base. Quand on a de libération d'acide, en gros, c'est ça. Maintenant, il y a encore une théorie, la théorie de Brunschett-Lowry, qui s'adapte à certains composés qui ne contiennent pas des, voilà, ces fameux H+, et voilà. Alors, si on a une concentration, le pH, justement, le pH, c'est de mesurer, hein, il y a deux manières de voir l'acidité, hein, enfin, plusieurs manières de voir l'acidité. L'acidité au niveau gustatif, c'est-à-dire par le goût, par le goûter. Goûter, la senteur et le goûter permet déjà, dans un premier temps, de voir si c'est acide ou pas. Un aliment acide se voit tout de suite par sa saveur. Un aliment basique se voit par sa saveur aussi. On sait voir si on a affaire à un acide ou une base. Et c'est d'autant plus important que voilà, manger trop acide peut ramener à des maladies. Hein. Voilà, certaines maladies. Et voilà, manger trop basique non plus, c'est pas bon. Donc en fait, il existait un bouquin d'ailleurs, c'est l'alimentation acido-basique. Enfin, c'est l'alimentation, je veux dire, de neutralité, de l'équilibre acido-basique, voilà. Et ça, j'avais déjà mis le livre dans mes vidéos. Il y a l'équilibre acido-basique pour éviter certaines maladies. Parce que manger trop acide peut ramener à des cancers. À des cancers. Voilà, donc il faut équilibrer, voilà, par une alimentation où la nourriture est assez équilibrée par rapport, voilà, aux acides et aux bases. Alors, comment mesure-t-on le pH? Ben, le pH, on le mesure grâce à un appareil qui est un pH mètre. Donc, un appareil, bon, le pH, bon, généralement, le H+, ce sont des charges électriques, donc fatalement, c'est de l'électricité. Donc, grâce à une mesure d'électricité, on sait qui est un pH mètre. On peut mesurer, je veux dire, voilà, euh, voilà, on sait mesurer le pH grâce à un appareil électrique. Donc il va donner une certaine mesure. Par exemple, dans les ruisseaux, on va mesurer le pH dans les ruisseaux, pour voir si l'eau est plus ou moins neutre. La neutralité de l'eau, c'est pH environ de 7. Hein, si on a environ de 7, c'est bon, dans les environs. Voilà. Bon, maintenant, on sera acide si le pH est inférieur à 7. pH inférieur à 7, on a affaire à une eau acide, et c'est pas bon pour beaucoup de choses. Pour les ruisseaux, par exemple, où il y a des poissons, ou tout simplement les aquariums, mettre à la litre, il faut respecter, je veux dire, voilà, un pH neutre. Et notamment un pH neutre pour beaucoup de choses, pour les peaux. La peau, il ne faut pas un savon qui attaque. Hein, parce que un acide fort brûle. Hein, un acide fort brûle. Une base forte brûle. Donc, c'est pour ça que, voilà, un acide est d'autant plus fort qu'il est petit par rapport à 7. Hein. Entre 4 et 7, entre 4 et 6, l'acide le plus fort, c'est 4. Hein. Plus on se rapprochera de 0, hein, on part de 0 jusqu'à 14. 0 jusqu'à 14. Si on s'approche de 0, on a un acide fort. Par là, à gauche, plus petit que 7, ce sont les acides. Donc là, plus on se rapprochera de 0, on aura un acide fort. Ben, plus on est proche de 7, hein, du côté gauche, mais l'acide est d'autant moins fort qu'on se rapproche de 7. La neutralité étant 7, et puis après, on a la base. Au-delà de 7, au-dessus de 7, si le pH est au-dessus de 7, là on a à faire une base. Et la base forte sera quand on sera proche de 14. Par contre, si on est proche de 7, on aura une base faible. Et c'est fort important pour les produits qu'on manipule ou qu'on mange. Bon, sachez que
qu'on appelle ça. Dans l'alimentation, si vous voulez, j'arrive pas à trouver le mot, l'agriculture, pas l'agriculture, agricole, dans l'agroalimentaire, c'est ça, en agroalimentaire, la chimie de l'agroalimentaire, il existe bien sûr des correcteurs d'acidité, etc., bon, pour réduire l'acidité du produit fabriqué, voilà, qui était fabriqué. Voilà. Donc, mais sachez que quand on manipule des produits et qu'on va toucher toucher avec ses mains, mais il ne faut pas toucher des éléments qui sont trop acides, parce que ça risque de brûler. Par exemple, l'acide sulfurique, s'il n'est pas dilué fortement, ben, on risque de se brûler carrément, avoir un trou dans le doigt. Par exemple. Voilà, ça fait fondre beaucoup de choses, l'acide sulfurique. Voilà. Et une base forte, c'est pareil. S'il n'est pas dilué, je veux dire, dilué, ça tire pour diminuer sa concentration. Mais je veux dire, on dilue comment en rajoutant de l'eau, hein. Si on a une goutte d'acide sulfurique dans une mare d'eau, on n'aura rien parce que l'acide sulfurique est dilué. Par contre, si on a beaucoup d'acide sulfurique, dans l'eau, c'est autre chose. Ça change tout. La concentration en acide augmente et donc, fatalement, ça risque d'être dommageable pour le toucher, pour l'environnement, tralali, tralala. Bon, donc ici, pour ce qu'on demande de toucher, les savons, les masques pour les visages, bon, les produits qu'on utilise, généralement en coiffure, on essaie d'avoir un pH plus ou moins de 7, ou comment on appelle ça, les maquillages, les produits de maquillage, etc. On essaie d'avoir une neutralité, c'est normal, parce qu'il ne faut pas que ça attaque. Voilà. Bon, donc ceci étant dit, une grande concentration en H+, ben, l'acide sera d'autant plus fort que la concentration en H+, est grande, et la base sera d'autant plus forte que la concentration en OH- est d'autant plus grande. Voilà, donc, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est ni l'acide, c'est pas l'acide, c'est la base, parce que je suis en train de voir les hydroxydes, donc je vais parler des hydroxydes. Supposons que je prenne un hydroxyde MOH, que je le fais réagir avec un acide, H, que je vais appeler HR. HR, pourquoi R? Parce que ça peut être un radical. Hein. Je ne considère pas forcément un acide binaire. Hein. Ce n'est pas forcément un acide binaire. Voilà. Ça peut être un radical ici, ou tout simplement, on va dire, un oxyde, un non-métal avec de l'oxygène, par exemple. Voilà mon R. Qu'est-ce que ça pourrait être? En tout cas, c'est un acide parce qu'il contient du H. Eh bien, si je fais réagir un hydroxyde avec un acide, mais vous allez avoir d'office de l'eau. D'office, on va avoir de l'eau. À chaque fois que vous allez faire réagir un hydroxyde avec ces caractéristiques, justement, de la réaction d'un hydroxyde avec un acide, on aura de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On aura une dissociation en M+, OH-, H+, et R-. Voilà la dissociation, comment elle va se faire. Bon, alors, une réaction, qu'est-ce que c'est? C'est une cassure des liaisons pour avoir une nouvelle réorganisation. Nouvelle réorganisation, c'est un échange, si vous voulez. C'est un échange. Donc, le M' va se mettre avec le R-. Bien sûr, on aura M'+. Hein. C'est M'+. Là, je me trompe. C'est pas M'. Parce que c'est un métal. C'est un hydroxyde, donc c'est un métal. Je m'excuse. Donc, j'aurai M. S'il se décompose, on aura M+. Voilà. Alors, la nouvelle réorganisation, là, ils se sont décomposés ici, là, ils se sont décomposés là. Maintenant, ils vont se recomposer entre lui et lui et lui et lui. C'est une nouvelle réorganisation pour obtenir M+ et R- qui vont faire Mr. Donc, on va obtenir du Mr. Qu'est-ce que c'est que du Mr? Ben, c'est un métal, R- est un non-métal, donc on aura ce qu'on appelle un sel. On aura un sel plus de l'eau. Donc, fait réagir un acide et une base, on va avoir un sel et de l'eau. Parce que H+, OH-, ben, va former HOH. Et qui va former ceci HOH. Voilà. Bon, est-ce que ça c'est un acide ou une base? HOH. Ben, c'est justement une base, parce qu'il contient du OH, mais il contient, bien sûr ceci c'est H2O, hein, vous comprendrez que c'est l'eau. Hein. Mais je l'ai écrit de manière basique. C'est une base parce qu'il contient du OH, mais c'est aussi un acide parce qu'il contient du H.
Donc en fait, il est aussi bien il est aussi bien base et acide, base et acide, et, ce qui me fait dire que son pH ici sera neutre, il sera autant acide que basique. Donc en fait, euh, on aura autant de H+, s'il se décompose autant de H+, que de H-. Donc là, on va dire que le pH vaut 7. Ah, donc c'est pourquoi l'eau est neutre. L'eau est neutre parce qu'il y a autant d'H+, que de H-. Donc l'eau est neutre. Voilà pourquoi la raison pour laquelle le pH de l'eau est neutre et pourquoi. Et heureusement qu'il est neutre, parce que sinon, si l'eau n'était pas neutre, aller nager à la mer, ça, on se ferait brûler ou je veux dire, ça piquerait aux yeux ou n'importe quoi. Voilà. Bon, maintenant, sachez que je parlais tantôt des goûts. On peut goûter, je veux dire, certaines choses, hein. Les goûts, on peut les goûter. Par exemple, quelqu'un qui avait le diabète avant, comment voyait-on s'il avait le diabète? Ben, on goûtait son urine, on goûtait la saveur sucrée de l'urine. Donc, au niveau du goût, le goûter peut se donner des renseignements. Un des sens qui est le goûter peut donner des renseignements, dire au niveau euh, de savoir si on a affaire à du citron, du Coca-Cola ou je sais pas moi, une marque, enfin je peux pas dire des marques ici, mais enfin je l'ai dit quand même, mais une limonade, autre, je sais pas moi, de n'importe quelle marque. Voilà, au travers voilà, de l'acidité. L'acidité se ressent directement à l'estomac, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc ici, si c'est trop acide, bon, l'estomac va être, je veux dire, bon, votre esprit vous dira que bon, vous vous sentirez pas bien, parce qu'en fait, voilà, il y a un retour de manivelle au niveau de la tête qui vous dit bon, il y a quelque chose qui ne va pas, l'estomac, il y a trop d'acide à l'estomac, bon, voilà, et ça brûle, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qui est, comment peut-on voir un acide? Ben, tout simplement par les saveurs. Comment peut-on voir une base par les saveurs? Donc avant, ils pouvaient voir déjà si les éléments, ils étaient acides ou basiques par les saveurs. Par exemple, un citron, on voit tout de suite que c'est acide, hein. Un citron, un pamplemousse, tralali, tralala, voilà, on voit tout de suite que c'est acide. Bon, c'est une saveur piquante, voilà, aigre, piquante, voilà. Contrairement aux bases qui est une saveur astringente, contraire justement à l'acide. Donc on voit tout de suite qu'on a affaire à deux fonctions différentes au travers des saveurs. Bon, maintenant, on est loin de l'époque des goûters, etc. Puisque maintenant, il existe le pH mètre. Le pH mètre mesure et vous dit quoi? Bon, maintenant, mais le pH mètre va vous donner avec précision la mesure du pH. Donc, lui, il va vous donner une précision de la basicité ou de la basicité ou de l'acidité. Il vous donne une précision. Donc, c'est mesuré, c'est mesuré. Quoi qu'on sait qu'on les calculer, hein. Il y a les réactions chimiques, je vais vous montrer ceci. Voilà, il existe dans le tableau de Mendeleev, on calcule des pH. pH pour calculer l'acide fort, ben, c'est pH égale moins log de la concentration voilà, de l'acide. Voilà. Si j'ai une base forte, le pH vaut 14 plus la concentration de la base forte. Voilà. Si j'ai un acide faible, ce sera le pH 1,5 du pKa moins log de la concentration d'acide. Bon, qu'est-ce que c'est que le pKa? Le pKa, ben, ce sont des constantes de dissociation des acides dans l'eau, dans l'eau, qui sont données ici à 25 degrés. Vous avez le pKa à 25 degrés. Vous avez différents pKa d'acide et de base. Donc, le pKa, c'est pas quelque chose, c'est une constante de dissociation des acides dans l'eau. Bien sûr, quand on a un acide, on a sa base conjuguée. Voilà. Donc en fait, on retrouve les acides ici et les bases conjuguées avec leur pKa. Donc pKa, c'est pas quelque chose de difficile je veux dire, à- à se fournir, puisqu'en fait, il est déjà dans les tableaux. Voilà. Alors, ici, je calcule le pH d'un acide faible, voilà, d'une base faible, par exemple, la base faible, ce sera, le pH voudra 7 plus 1,5 du pKa, plus 1,5 de log de la concentration en B. Bon, on a les mélanges tampons. Mélange tampon, c'est pH égale pKa plus log de la concentration en B divisé par concentration A. Et puis, il y a tous les sels, calcul de pH des sels. Par exemple, si le sel provient d'un acide fort et d'une base forte, le pH voudra 7 parce que c'est neutre. Maintenant, si c'est des sels d'acide faible et de base forte, le pH voudra 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de la concentration du sel. Voilà. Pour les sels d'acide fort et de base faible, je ne sais pas si on voit, hein. Voilà.
je ne sais pas si on voit trop sa fameuse formule, qui se retrouve dans le tableau de Mendeleev, voilà, qu'on peut utiliser tel quel directement pour calculer les acides. Comment on appelle ça, voilà, si j'ai un sel pour calculer un sel qui provient d'un acide faible et de base faible, le pH voudra 7 plus 1,5 pKa, qui est dans les tables au-dessus que je vous ai montré, hein. Les pKa sont ici, moins 1,5 pKb. Voilà. Donc, ici, on sait mesurer le pH, on sait le calculer, on sait le goûter comme auparavant, mais on sait tout simplement voir si on a affaire à un acide ou une base, hein. Alors comment? Avec des tampons. Avec des tampons. Bon, alors, si je prends par exemple un tampon de tournesol, je vais utiliser 3 tampons, le tournesol, le méthyle orange et la phénophtaléine. Bon, si on a affaire à un acide, ben, pour voir qu'on a un acide, il faut tremper le tampon dans la solution et il va virer du bleu au rouge. Et ça, là, c'est un indicateur qui va indiquer qu'on a affaire à un acide. Mais on n'aura pas la mesure exacte de l'acide. On saura qu'on a affaire à un acide. On pourra dire s'il est faible ou fort, mais on n'aura pas la mesure exacte. Pour avoir la mesure exacte de l'acidité, eh bien, il faut utiliser un pH mètre. Voilà. Un appareil électrique. Ici, c'est juste un tampon qu'on met dans... Voilà, et qui nous permet de voir si c'est acide ou basique. Bon, donc, si c'est acide, ça va passer du bleu au rouge. Le méthyle orange, il va passer du jaune, bon, presque orange, hein, c'est un jaune presque orange, jaune au rouge. Lui aussi, il va virer au rouge si on a affaire à un acide. Maintenant, la phénophtaléine, il va passer du rouge à l'incolore. Voilà, tout ça, si on a affaire à une base, on trempe le tampon, l'indicateur, dans la solution et on attend et on regarde à l'équilibre. Voilà, ça va passer du bleu au rouge. Méthyle orange du jaune au rouge et du rouge à l'incolore si on a affaire à un acide. Maintenant, si vous avez affaire à une base, le tournesol va rester bleu. Voilà, on aura du jaune pour le méthyle orange et du rouge pour la phénophtaléine. Donc la phénophtaléine, c'est le rouge, c'est quand vous allez faire une base en solution. Bon, maintenant, je vais m'intéresser au tournesol. Alors, le tournesol, je viens de dire maintenant, le tournesol va virer du bleu au rouge. Voilà, j'aurais dû mettre bleu. Du bleu, il va virer du bleu. Enfin, il va rester bleu si il est basique. Donc, la base sera bleue. Le tournesol va être bleu. Maintenant, si on a affaire à une base, il va virer au rouge. Alors, ces couleurs bleu et rouge, on les retrouve dans le tableau de Mendeleev. On le retrouve dans le tableau de Mendeleev. Et justement, c'est ça. Ces cases-là des étages d'oxydation, bien, ça dénote que bien, si c'est complètement bleu comme ici, ben, ça va donner un oxyde basique d'office. Tout ce qui est complètement bleu, hein, va donner un oxyde basique. Maintenant, il y a plusieurs étages d'oxydation pour certains éléments. Alors, si on a complètement du rouge, là, on aura un oxyde acide. Là. Donc, tout ce qui est rouge en complet va donner un oxyde acide. Bien sûr, l'oxyde basique avec de l'eau va donner l'oxyde basique avec de l'eau va donner l'hydroxyde, va donner une base. Et l'oxyde non métallique ou l'oxyde acide avec de l'eau va donner un oxacide.
Donc, va donner un acide, si vous voulez. Donc, l'oxyde basique, je vous l'ai dit tout à l'heure, un oxyde basique, enfin, oui, un oxyde basique, qu'on appelle un oxyde métallique, oxyde basique ou métallique, si on le fait réagir avec de l'eau, qu'on appelle une réaction d'hydratation, va donner, si vous voulez, une base. Alors qu'un oxyde acide, si on fait réagir avec de l'eau, ben, il va donner un acide. Alors tout ce qui est en rouge ici va donner, si vous voulez, en réaction avec de l'eau, un acide, pour autant que c'est complètement rouge. Et si c'est complètement bleu comme ici, ben, ça va donner une base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des étages d'oxydation où on a du mélange de rouge et de bleu. Alors, quand on a un mélange de rouge et de bleu, c'est ce qu'on appelle un amphotère. Voilà, il peut donner une base ou un acide. Voilà. Et il va se donner une base avec un acide en fonction du partenaire avec lequel il va réagir, bien sûr. Ça, vous comprendrez. Mais il existe des amphotères où il y a une prédominance, il n'y a pas de prédominance. On peut donner tout ceci bien en proportion, soit un acide ou une base. Il ne va pas forcément donner un acide ou une base, mais on va dire que c'est partagé en. Voilà, quand c'est partagé en deux, comme dans le dessin qu'on voit sur le tableau de Mendeleev, là, si c'est vraiment partagé en deux, ben, il n'y a pas de prédominance. Hein. Ce qui va donner une base ou un acide, il n'y a pas de prédominance. Voilà, si les deux surfaces sont les mêmes, c'est qu'on a un amphotère, je veux dire, qui est équilibré. Maintenant, on peut avoir des amphotères déséquilibrés. On a plus de bleu que de rouge. Donc la prédominance va donner plus une prédominance basique. On a un amphotère à prédominance basique. Alors que si j'ai plus de rouge que de bleu, il va donner plus une prédominance, on va dire, acide, de l'oxyde. Voilà. Donc, soit on n'a pas de prédominance, hein, on a les deux cases qui sont les mêmes, c'est un amphotère avec des cases, des surfaces identiques qu'on trouve ici. Voilà, les surfaces sont identiques, c'est l'amphotère tout court. Par contre, on a des amphotères à prédominance, soit basique ou soit acide. Il y a plus de, la surface est plus grande ici, en rouge que là, en bleu. Donc il va plutôt donner, je veux dire, plus de chances de donner, je veux dire, un oxyde acide. Alors que celui-là va donner un oxyde basique. Voilà. Et suivant les étages d'oxydation, mais on peut avoir des mélanges de rouge et de bleu. Voilà. Et on peut se dire bon, qu'il va donner plus un oxyde acide ou un oxyde basique. Voilà. Par exemple, la valence 3 est complètement rouge. La valence 3 peut donner, je veux dire, un oxyde acide. Alors que la valence 4 peut donner aussi bien un oxyde acide qu'un oxyde basique. Voilà. Ce qu'on appelle en amphotère. Voilà. Donc il n'a pas une prédominance à donner une base ou un acide. Donc le rouge ici, c'est l'acide. Hein. Vous aurez compris que c'est l'acide. Voilà, c'est l'oxyde. Voilà, c'est l'acide. Voilà. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. On sait bien que bon, une base en décomposition en solution aqueuse va nous donner du H-. Voilà. Alors, pour ce qui est de la nomenclature, il y a deux nomenclatures possibles. Ça dépendra. Bon, soit on fait l'emploi, il y a deux cas possibles. Pour les hydroxydes, on fait l'emploi d'un adjectif. Hein. Alors, l'adjectif va suivre la nomenclature utilisée pour, on va dire, caractériser ainsi l'acide ternaire. L'acide ternaire, il y a le mot E et ic. Plus petite valence E et la plus grande valence ic. Par exemple, acide phosphoreux, acide phosphorique. Plus petite valence E, plus grande valence ic. Et bien, il en est de même pour les comment on appelle ça, les hydroxydes. Hein, on parlera par exemple d'oxyde zincique, d'hydroxyde ferreux, d'hydroxyde ferrique. Donc vous voyez bien que ferreux, attention qu'il y a deux R, hein, et ferrique a deux R. Donc, ou hydroxyde stanneux d'étain avec deux N, hydroxyde stannique avec deux N. Vous voyez, il y a toujours une petite valence et une grande valence. Donc ça, c'est quand on utilise l'adjectif. L'adjectif, l'hydroxyde,
suivi de, si vous voulez, enfin, c'est plutôt hydroxyde suivi de l'adjectif. Hydroxyde zincique, hydroxyde ferreux, hydroxyde ferrique, hydroxyde stanneux, hydroxyde stannique. Attention que E et X, c'est quand il y a deux valences. Voilà, deux valences. Ben, on n'a pas toujours deux valences. Parfois, on n'a qu'une seule valence. Voilà. Donc, ici, on sait bien que pour les hydroxydes, on aura généralement pas plus de deux valences. Hein. On aura soit une ou deux valences. Ça, c'est quand on utilise, si vous voulez, un adjectif. Mais on peut utiliser tout simplement, non pas un adjectif, mais l'emploi d'un substantif. Par exemple, je vais indiquer une précision pour indiquer la valence de l'élément métallique. Par exemple, hydroxyde de fer 2 ou hydroxyde de fer 3. Hydroxyde de fer 2 ou hydroxyde de fer 3. Donc là, j'utilise un substantif qui a un nom, le fer, hein, le fer, hein, voilà, hydroxyde de fer. Et je mets la valence 2 ou 3. Contrairement à tout à l'heure, je disais hydroxyde ferreux, là c'est un adjectif, hydroxyde ferrique. Donc on utilise soit un adjectif ou un substantif. Bon, il y a deux cas de figure, deux cas de figure d'utilisation, voilà, des noms d'hydroxyde. Bon, ici moi je vais m'occuper des hydroxydes ayant une seule valence. Ben, je vais prendre le 1, le tableau 1 des éléments chimiques. Donc la famille 1. Bien sûr, pas l'hydrogène, parce que si je mets l'hydrogène, je vais avoir HOH, je vais avoir de l'eau. Parce que HOH, c'est H2O. Bon, et H2O n'est pour ainsi dire ni une base, ni un acide, ou en d'autres termes, c'est comme un verre qui est rempli, moitié vide, c'est la même chose. Donc, il est ni base ni acide, mais on peut dire aussi qu'il est moitié base, moitié acide, donc ce qui veut dire qu'il est neutre. Voilà, ça dépend comment on voit la chose, si on le voit le verre à moitié rempli ou à moitié plein. Bon, donc le H, il n'intervient pas, puisqu'en fait, ça va donner de l'eau, donc le pH est neutre, donc ça ne va pas donner un hydroxyde pour ainsi dire. Par contre, si j'utilise le Li, ben le Li, il est monovalent. Hein, il n'a qu'une seule valence, un étage d'oxydation qui est la valence 1. Tout ce qui est en première colonne, c'est la famille 1A. Ben, ils n'ont qu'une seule valence. Donc on aura Li OH, NaOH. Je rappelle que NaOH c'est une base forte, hein, voilà, qu'on appelle si vous voulez, de la soude caustique. Hein. NaOH c'est de la soude caustique. Voilà, soude caustique. Il est connu sous le nom de soude caustique. On aura NaOH, on aura KOH, voilà, on aura, voilà, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour la première colonne. Alors, celui-ci, on va l'appeler hydroxyde de lithium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium. Bon, et là, il y a un nom commercial, c'est la soude caustique. Voilà, pour la famille 1A, il n'y a qu'une seule valence, il n'y a pas de problème. Pour la famille 2A, donc, on arrive, famille 2A, c'est-à-dire la famille 1A, c'est la famille des métaux alcalins, et la famille 2A, qui est la famille des métaux alcalino terreux. Ici, vous voyez que l'hydrogène, il est aussi bien bleu, moitié rouge. C'est un amphotère qui va donner aussi bien de l'acide que de la base. Donc voilà, on peut remarquer que l'eau sera neutre. Hein. Grâce à ça, on pourra remarquer que l'eau sera neutre. Bon, alors, si je prends le tableau 2, je vais partir à partir du magnésium, même beryllium, hein, Be. Le beryllium a une valence 2. Le beryllium a une valence 2, donc j'aurai BeOH2. Donc ici, quelque part, on indique la valence. Parce que le beryllium, il a deux bras. Hein, le OH a un bras, donc je sais mettre 2 OH à du beryllium. Donc je vais avoir du BOH2. BOH2, c'est ce qu'on appelle ça l'hydroxyde de beryllium. Qu'une seule valence, il n'y a pas de problème. Je vous avais dit tout à l'heure, soit on va rencontrer une ou deux valences. Hein. Pour l'instant, j'ai toujours qu'une valence. C'est normal parce que je veux dire un tableau uniquement avec. Voilà. Alors, le magnésium. Je suis embêté avec les marqueurs. Le magnésium.
C'est peut-être mon tableau qui est un petit peu, je veux dire, gras. Vous comprendrez que tout ce qui est dans la colonne numéro 2 va donner, comme ils sont bivalents, va donner, voilà, à l'hydroxyde une valence 2. Donc, on va écrire ceci. Le beryllium, c'est du BeOH2. Donc, hydroxyde de beryllium. Le magnésium, hydroxyde de magnésium. Hydroxyde de calcium. Voilà, et ainsi de suite. Hydroxyde de barium. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir quelques hydroxydes. Bon, alors, le CaOH2, c'est ce qu'on appelle de la chaux éteinte. C'est de la chaux éteinte. Ne pas confondre avec un autre élément qui est la chaux vive, hein, et qui est un oxyde. Pas confondre avec l'oxyde de calcium. Ça, c'est de la chaux vive. Hein. Pas confondre chaux vive et chaux éteinte. C'est deux choses différentes. Déjà, ici, la fonction, c'est un oxyde. Le calcium étant un métal, donc c'est un oxyde métallique. On en fait un oxyde métallique. La chaux vive, c'est du CaO, si vous voulez. C'est de l'oxyde de calcium. Alors que la chaux éteinte, c'est du l'hydroxyde de calcium. Pas confondre l'hydroxyde de calcium et l'oxyde de calcium. Voilà, l'hydroxyde de calcium et l'oxyde de calcium. Ici, on a affaire à un hydroxyde de calcium. Là, un oxyde de calcium. Donc la chaux éteinte, c'est l'hydroxyde de calcium. Alors que la chaux vive, c'est l'oxyde de calcium. Pas confondre l'hydroxyde, hydroxyde, oxyde. Entre la différence entre hydroxyde et oxyde, mais là, on a de l'oxygène, ok, on a de l'oxygène ici. Et là, non, en plus de ça, on a de l'hydrogène hein, pour l'hydroxyde. Alors que là, on n'a que de l'oxygène. Donc là, on a bien un oxyde, là, de l'hydroxyde. Pas confondre la chaux éteinte et la chaux vive. Bon, maintenant, on va s'occuper de ceux qui ont deux valences. Alors, je vais prendre par exemple le cuivre. Bon, le cuivre, on sait bien qu'il y a deux valences. On va, les étages d'oxydation, on va les regarder. Le cuivre, voilà, j'ai la valence 1 et 2. Et il y a une partie bleue pour les deux, donc je peux le mettre. C'est pas un problème. Il y a une partie bleue pour chacun des deux. Le cuivre, je ne sais pas si on voit le cuivre. L'étage d'oxydation 1 est en partie bleue. C'est deux amphotères. En étage 1 et 2, ce sont des amphotères. Bon, donc je peux mettre le cuivre. C'est pas un problème. Je peux avoir de l'hydroxyde de cuivre de valence 1 et 2. Donc c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire CuOH 1, c'est-à-dire CuOH 1, c'est 1, et CuOH 2. Mais quand c'est 1, on ne l'indique pas. Donc ici, c'est soit l'hydroxyde de cuivre de valence 1, et celui-ci, ce sera hydroxyde de cuivre de valence 2. Donc le cuivre a deux valences, 1 et 2. Pour les hydroxydes, bien sûr. Et de toute façon, il n'y a que deux étages d'oxydation possibles. Donc ils vont être utilisés tous les deux. Voilà. Parce qu'il y a tous les deux une partie bleue. Donc je peux l'utiliser. Si c'était rouge complet, je ne peux pas l'utiliser. D'office. Hein. Voilà. Donc ici, on a deux valences pour le cuivre, 1 et 2. Donc hydroxyde de cuivre. Maintenant, si vous l'appelez, ça c'est avec le substantif, mais avec l'adjectif, ce sera hydroxyde cuivreux ici, et hydroxyde cuivrique. Bon, si vous suivez, voilà, la nomenclature avec les adjectifs. Bon, ça c'est pour le cuivre. Bon, maintenant je vais en prendre un qui est à côté du cuivre. Je vais prendre le nickel. Le nickel. Alors, j'ai deux valences, il y en a une qui est complètement en deux. Le bleu, c'est l'étage 2. Par contre, le 3 est en blanc. Mais le 3, en fait, il n'y a pas de parenthèse. Donc, ils disent que quand il n'y a pas de parenthèse, les états d'oxydation entre parenthèses, c'est dans la, voilà, ici, on remarque ici, les états d'oxydation entre parenthèses sont peu fréquents. Quelques-unes, très rares, sont omis.
Voilà, donc en fait, entre parenthèses, je ne le prends pas. Donc, si je prends le nickel, il y en a une qui est entre parenthèses. Par contre, l'autre qui est en blanc n'a pas de parenthèse. Donc, moi, pour moi, j'aurais NiOH2 et NiOH3. Donc, j'aurais NiOH2 et NiOH3. Donc, c'est-à-dire l'hydroxyde de nickel de valence 2 et l'hydroxyde de nickel de valence 3. Alors, là, peut-être que j'hésiterai, mais pour éviter de dire une bêtise, je vais vous donner un site et je vais aller voir. Voilà, je vais aller voir un site internet et qui va me confirmer les valences si je peux bien prendre la 3. Parce qu'elle est toute blanche. Pour moi, je peux la prendre, mais je vais aller quand même vérifier. Et vous allez vérifier dans 3W. Alors, ça s'écrit formulation, c'est, je ne sais pas c'est en quelle langue, formulation, chimica, voilà, .com. Alors, je vais aller dans ce site et je vais taper la formule ici, NiOH2, il va me dire si c'est plausible ou pas. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, à chaque fois, les valences, il faut, bien sûr, vous devez les confirmer. Parce que c'est pas dit que ça existe. Maintenant, quelqu'un qui fait de la chimie 24 heures sur 24 et qui voit souvent ses composants devant lui, il peut se dire directement, voilà, si ça existe ou pas. Bon, on va. Voilà. Donc, formulation. Chimica. Voilà. Alors, exemple. Voilà. Et vous, il y a, voilà, un élément de recherche sur la gauche du site. Hein. Sur la droite du site, je m'excuse, sur la droite. Sur la droite du site, vous avez un espèce de, voilà, de loupe pour rechercher. Là, vous allez taper NiOH2, NiOH2, voilà, et je recherche. J'effectue une recherche, et qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Il va me donner NiOH, hydroxydo, bon, dans la langue, bien sûr. Vous cliquez sur le lien NiOH2, hydroxydo de nickel, bon, c'est dans la langue. Et là, je descends dans le bas. Autant que, voilà. Et dans le bas, vous avez un cercle. Dans le bas, vous avez un cercle. Voilà. Donc, vous devez taper tout d'abord NiOH2. Hein. Lui, il va vous dire, il va vous mettre une page avec hydroxydo de nickel 2. Vous cliquez sur ce lien. Et vous allez dans le fond de la page et vous allez voir qu'il va vous mettre les valences. Donc la valence c'est 2 et 3. Effectivement, nickel plus 2 plus 3, métal. Donc en fait, NiOH2 et NiOH3 existent. Donc hydroxyde de nickel de valence 2, hydroxyde de nickel de valence 3. Donc on sait voir si les molécules existent ou pas. C'est ça que je veux dire. Donc bien qu'il était blanc, pour la valence 3, mais il existe. Donc on va voir hydroxyde de nickel de valence 2 et hydroxyde de nickel de valence 3. Voilà. Alors, on va continuer avec un autre élément, par exemple, le fer. On va rechercher le tableau de Mendeleïev. Le fer a deux valences. Ici, je vois
En bleu, il possède une partie, pour les tâches 2 et 3, c'est des amphotères, prédominance basique. Donc, je vais prendre des valences 2, 3. Les autres sont entre parenthèses, donc elles sont rarement utilisées pour le faire. Donc, il a deux valences, 2 et 3. Donc, on va mettre Fe. Je vais les utiliser toutes les deux. C'est FeOH2 et FeOH3. Ça veut dire l'hydroxyde de valence 2 et l'hydroxyde de valence 3, ou hydroxyde ferreux et hydroxyde ferrique. Attention que ferreux avec 2 R. Bon, je vais faire le cobalt. Le cobalt, on va faire le cobalt. Le cobalt a deux valences, 2, 3, 2 qui est un amphotère, l'étage 2 est en amphotère, le 3 qui est blanc et le 4 qui est entre parenthèses. Donc le 4 je vais l'enlever. Par contre j'aurai OH2 et je prends la case blanche aussi, COH3. Donc j'aurai hydroxyde de cobalt de valence 2 ou hydroxyde de cobalt de valence 3. J'ai deux valences pour le cobalt. Voilà. Et donc, celui-ci, si je mettais avec, ça c'est avec le substantif, mais avec l'adjectif, on aura hydroxyde de cobalt, hydroxyde cobalteux pour celui-ci, mais on peut dire aussi hydroxyde de cobalt cobalteux. Ouais, il y a une appellation comme ça. Ouais, il faut savoir que ça existe. Hydroxyde de cobalt, cobalteux, ça existe. Mais alors, sinon, vous pouvez dire hydroxyde cobalteux. Et alors là, vous comprendrez que c'est hydroxyde cobaltique. Notamment, s'il y a le cobalteux, mais il y a le cobaltique. Alors, pour le zinc, je vais faire le zinc. A. Je ne vois qu'une valence pour le zinc. 2. Et ici, apparemment, pour le zinc, je ne vois qu'une seule valence, c'est le 2. Je dirais que je serais tenté de dire qu'il n'y a que le Zn OH2. Donc hydroxyde de zinc. Ouais, je serais tenté de dire qu'il n'y a qu'une seule valence. Maintenant, il faut qu'on aille voir sur ce fameux site. Bon, qui est, je vais bien aller voir. Je vais remonter ici. Hydroxyde de zinc. Qui est ZnOH2. Voilà. Alors, je clique sur hydroxyde de zinc. Autant que ouais, enfin, apparemment, il n'y a qu'une seule valence. Donc, c'est juste, c'est ZnOH2. Donc, il n'y a qu'une seule valence. Donc, il n'y a pas de deux valences. D'oxyde de zinc. Voilà. On ne peut pas distinguer deux valences. Donc, je ne peux pas dire. L'appellation, ce sera comme ceci. Maintenant, est-ce que la nomenclature permet de dire, comme quand il y a une seule valence, comme il y a une seule valence, peut-on dire hydroxyde zincique? Donc, quand il n'y a qu'une seule valence, peut-être directement le mot ic est plausible. J'en sais pas plus. Il faudrait voir la nomenclature, il faut voir ce qu'elle en dit. Alors, je vais regarder l'aluminium. Bon, l'aluminium, c'est assez simple, avec une seule valence aussi, c'est la valence 2, 3. 3. Donc, l'aluminium va donner du AlOH3, qui est l'hydroxyde d'aluminium. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, le zinc et l'aluminium, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une seule valence.
Il n'y a qu'une seule valence. Donc c'est l'hydroxyde d'aluminium. Bon, si je prends maintenant le bismuth, je prends du bismuth. Ah, il a deux valences. Une qui est en rouge, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre le rouge. Le bismuth, il est en rouge. Donc, la valence, l'étage d'oxydation 5 est en rouge. Je ne peux pas. Parce que ça voudrait dire que je prends. Voilà, je prendrais. Il faut un métal et un non-métal. Un métal avec de l'hydroxyde. Or, si je prends sa composante rouge, c'est sa composante oxyde qui pourrait donner un oxyde acide, je peux pas. Je peux pas. Donc, il n'y a qu'une seule valence pour le bismuth, c'est la valence 3. Donc, et voilà que je vous avais dit qu'il y avait. Et voilà pourquoi la raison pour laquelle je vous ai montré les cases rouges et bleues. Là, il y a deux cases, donc deux étages d'oxydation, mais une qui est en bleu complètement, qui va donner un oxyde basique, et une qui est en rouge qui va donner un oxyde acide, le cas échéant pour former un oxyde, mais je ne peux pas prendre le rouge. Je ne peux prendre que le bleu. Donc le bismuth va me donner du BiOH, si vous voulez, du BiOH 3. BiOH 3. Le bismuth va donner du BiOH 3. Qui est hydroxyde de bismuth en fait. Alors, le cadmium, c'est facile, il n'a qu'une seule valence, CdOH2. Il n'a qu'une seule valence. Bon, il y en a qui sont assez simples, hein, quand il n'y a qu'une seule valence, OH2, donc il n'y a pas de problème. C'est cadmium, hydroxyde de cadmium. Maintenant, on va voir pour deux molécules, et je terminerai la vidéo avec ça, qui est ceci. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle de l'ammoniac. Ammoniac, qui est une base aussi, hein, qui est une base. Bon. L'ammoniac plus de l'eau va donner de l'ammoniac avec QUE. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est aqua. L'eau, c'est aqua. Ammoniac aqua donne ammoniac quoi, ce qui veut dire ammoniac. Voilà. Donc, l'ammoniac, c'est NH3. Aqua, c'est H2O. Donc, on aura du NH4OH. On a bien 4 plus 1, ça fait 5 hydrogènes. 3 hydrogènes ici, plus 2 hydrogènes, 5 hydrogènes. Un atome d'azote et un atome d'oxygène. Bon, l'azote se retrouve dans l'air. Hein. Composition de l'air, c'est environ 80% d'azote et 20% d'oxygène. Pourquoi beaucoup d'azote? Vous allez me dire ça ne sert pas à la respiration. Effectivement, mais je veux dire, ce qui sert à la respiration, c'est l'oxygène, hein, dioxygène, O2. Pourquoi beaucoup d'azote? Ben, c'est parce qu'en fait, voilà, il y a le cycle de l'azote. Hein, avec les végétaux, les animaux, la dégradation, voilà, décomposition de l'azote en NO2-, NO3-, voilà, décomposition de l'azote, voilà, par des bactéries bien sûr utiles qui vont décomposer, voilà, et bien sûr par les matières fécales et les végétaux et tout un, voilà, tout un cycle avec les animaux qui vont manger les plantes, et tralali, tralala, bon, il y a tout un cycle d'azote qui va se faire. Le cycle de l'azote, c'est obligatoire pour le cycle de la vie. Il n'y a pas que le cycle de l'azote, il y a le cycle du carbone. Cycle du carbone, cycle de l'azote, cycle de l'eau, il y a différents cycles pour dire la vie. Bon, ben, donc l'azote c'est fondamental pour beaucoup de choses. Hein. N'allez pas croire que c'est pas parce qu'on respire 20% de ce que possède l'air que les 80% ne sont pas utiles. Les 80% ça sert à beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ce qui est utile dans la respiration, c'est l'oxygène. Bon, l'azote, ça sert à beaucoup de choses. Et donc ici, on a bien une base qu'on appelle l'ammoniac avec QUE, qui est, si vous voulez, de l'hydroxyde d'ammonium, parce que ça, c'est le groupement ammonium. Donc on aura de l'hydroxyde d'ammonium. Bon, maintenant, dernière chose, et je terminerai la vidéo avec ceci. Si je vous pose la question, si je devais vous poser la question,
SiOH4. SiOH4, ça existe, c'est un gel de silicium. Bon, mais n'allez pas entrevoir ça comme une base, hein. Ça c'est complètement un acide, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que le silicium, si on regarde le tableau de Mendeleïev, silicium, c'est un non-métal. Il est complètement rouge. S'il est rouge, c'est un non-métal. Et donc, il va donner, si vous voulez, une composante acide. Composante acide. Et SiOH4 n'est pas une base. Donc, n'allez pas appeler ça par un quelconque nom basé sur l'hydroxyde. Ça n'a rien à voir, c'est un acide, c'est pas une base. Donc, et celui-ci, ça s'appelle de l'acide silicique. Voilà, qui est un gel de silice. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, en fait, les hydroxydes, il faut regarder, en fait, vous devez regarder tout simplement les valences. On a soit une ou deux valences possibles. Quand il y en a une, c'est facile. Quand il y en a deux, ben, c'est facile aussi. Il faut juste les répertorier dans le tableau. Quels sont les deux qu'il faut utiliser, tout simplement. Par rapport au tableau de Mendeleïev, vous devez regarder lesquels qu'il faut. Encore faut-il voir si vous n'êtes pas grand utilisateur de chimie, encore faut-il voir, aller voir sur internet si cette molécule existe. Parce qu'on peut se dire, ouais, on peut se dire à un moment donné, ouais, je vais mettre les deux valences là, et puis on se rend compte que fatalement, cette molécule n'existe pas. Voilà. Donc, il faut toujours aller vérifier sur internet pour voir si la molécule que vous allez lui attribuer, je veux dire, une certaine valence pour l'hydroxyde existe, parce que bon, ça ne va pas comme ça. Vous avez bien vu que j'avais des cases blanches où je pouvais attribuer une valeur. Hein, d'habitude, j'ai attribué une valeur quand c'était un amphotère, ou quand j'avais une case bleue. Pas une case rouge, parce que jusqu'à une case rouge, justement, vous ne pouvez pas mettre une case rouge. Hein. Quand c'est une case rouge, vous ne pouvez pas prendre les tâches d'oxydation de la case rouge. Voilà, mais quand c'est une case bleue, ou moitié bleue, ou partiellement bleue, vous pouvez prendre cette case-là en tant que tâche d'oxydation. Mais il existe des cases blanches, et cette case blanche, parfois, certaines, on peut prendre. Maintenant, quand la tâche d'oxydation est entre parenthèses, vous bannissez parce que c'est rare. C'est des tâches d'oxydation qui sont rares. C'est le tableau de Mendeleïev qui le dit. Donc, quand vous utilisez bon, on sait bien que bon, si c'est de l'hydroxyde de fer 2 ou 3, hein, parce que le fer est de valence 2 ou 3, je vais regarder tout de suite, pour pas que je me raconte de bêtises. Oui, le fer est de valence 2 ou 3. Voilà, il n'y a pas de problème, on ne sait pas se tromper. Hein. Voilà. On ne sait pas se tromper. Voilà. Donc quand il y a deux valences, bon, assez simple. Voilà. Généralement, on n'aura pas plus de deux valences pour les hydroxydes. Voilà, donc on a soit une ou deux valences. Mais ne vous trompez pas de mettre une valence alors qu'il ne faudrait pas la mettre. Et la valence, bien sûr, dans l'hydroxyde, va se situer au niveau du métal. Ici, on met le métal d'abord, OH, et la valence, elle est là. C'est la valence du métal, puisque OH est valence 1. Ça, c'est la valence du métal. Par comment vous obtenez ça? Ben, on le sait bien. Pourquoi? Parce qu'on utilise la règle de chiasme. C'est-à-dire, on a le métal et OH. Le OH est de valence 1. Là, s'il est de valence 2, ben, ça va, vous faites le croisement. On va avoir M OH 2. Donc, dans tous les cas de figure, comme lui, il est toujours 1, mais OH va recevoir directement la valence du métal. Ce qui est tout à fait logique. Donc, si lui, il est de valence N, on va mettre N ici, on aura MOHN. Donc, qu'est-ce que c'est que ce N-là? C'est la valence du métal. Et s'il a deux valences possibles, vous mettrez soit si M vaut 2, N vaut 2. Si N doit valoir 3, ben vous mettez. Si la valence de M vaut 2, du grand M ici vaut N égale 2, ben vous mettez MOH 2. Si grand M ici a une valence 3, vous mettez MOH 3. Ben, tout va dépendre de la valence de N ici, va dépendre de la valence du métal ici, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup.